Que vous adhériez ou non à ce qui va suivre n'est pas important. Une chose est certaine, vous ne verrez plus les conflits de la même manière. J'ai essayé de résumer quelques documentaires et livres dont les titres seront donnés vers la fin. Je vous demande ainsi de les lire ou les regarder avant de critiquer mon travail. Je vous demande de laisser vos sentiments de côté. L'idéologie ne doit pas se substituer aux faits. Bossuet disait à ce sujet que le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non telles qu'elles sont. Quand les personnes se rendent compte qu'elles ont fait une erreur de jugement, l'orgueil en prend un coup, on se rebelle et nos sentiments reprennent le dessus. C'est normal, on est tous des humains. La transition est toujours douloureuse. Je terminerai par ceci. Mes parents me disaient toujours « Juge avec la tête et non avec ton cœur ». En 2008, suite à l'Union méditerranéenne proposée par Nicolas Sarkozy, alors président de l'époque, les relations se sont améliorées avec certains pays. Rappelons que Alain Chouet, ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE, disait ceci. Grâce à la coopération avec la Syrie, de précieux renseignements ont conduit la DGSE à déjouer en 2008 un plan terroriste qui aurait fait des milliers de morts dans le métro de Paris grâce au colonel Maklouf. En 2010, un projet de coopération entre Syrie, Irak et Iran allait voir le jour, mais qui n'était pas au goût de tout le monde, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar, deux de nos partenaires commerciaux, est pourtant plus que trouble dans la création du groupe État islamique. En 2010, ces deux pays entendent parler d'un projet iranien de pipeline pour le pétrole et le gaz qui traverserait l'Irak et la Syrie. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème, c'est Bachar. Bachar, il est en train de signer un accord qu'il ne devrait pas signer avec l'Iran, donc c'est un personnage extrêmement dangereux, donc il faut renverser Bachar. Pour la période de 2011, je me référerai au rapport du CF2R, daté de janvier 2012. Je vous invite à le lire, car je ne vais pas pouvoir tout détailler, et que mon résumé peut-être paraîtra un peu partial. Dès son arrivée au pouvoir, en 2000, Bachar al-Assad se heurte très rapidement à un système entièrement aux mains de hauts dignitaires du régime. Il est obligé de composer avec ses caciques qui tiennent non seulement les rouages politiques à travers les services secrets et l'armée, mais également les clés de l'économie. Aussi, le président n'a pu entreprendre que des réformes économiques, certes importantes en apparence, mais très lentes à mettre en place. Elles n'ont commencé à se concrétiser qu'en 2006-2007. La corruption se rencontre à tous les étages. Elle est régulièrement dénoncée par le président lui-même comme l'un des maux structurels du régime. Dès le début des premières émeutes tunisiennes, plusieurs réformes importantes avaient été annoncées par le président Bachar. Puis, face à la contestation populaire, le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers, comme l'abolition de l'état d'urgence. Certes, le régime syrien n'est pas un modèle démocratique, mais tout est mis en œuvre par ses adversaires afin de noircir encore le tableau. Afin d'assurer le soutien de l'opinion internationale à l'opposition extérieure et de justifier les mesures prises à son encontre, dans l'espoir d'accélérer sa chute. L'ingérence des acteurs internationaux s'observe quotidiennement, aussi bien dans le soutien à une partie de l'opposition qu'à travers la véritable guerre de l'information qui a été déclenchée contre Damas par les médias arabes et anglo-américains. Nous allons parler de 3 sujets. L'opposition syrienne, les événements et les médias. L'opposition syrienne comprend 3 composantes distinctes. Une opposition intérieure favorable au dialogue, une opposition intérieure ancienne et nationale défavorable au dialogue, le Comité national de coordination pour le changement démocratique. Il regroupe 11 partis arabes, kurdes, syriaques et des personnalités nationales indépendantes. Sur 20 membres dirigeants de la coordination, 5 sont alaouites, pour vous dire que ce n'est pas un problème de religion ou d'ethnie.
Ce comité reste peu connu à l'étranger, alors même qu'il constitue le courant d'opposition le plus important, le plus ancien et le plus légitime. Il est isolé, sans moyens financiers, pire, il est boudé par les étrangers. Il est surtout opposé à toute intervention étrangère. Et pour finir, le Conseil national syrien, le CNS. Le CNS est très largement dominé par les frères musulmans, même s'il met en avant plusieurs universitaires francophones, chercheurs et professeurs d'université, financés par la Fondation Ford et d'autres officines américaines, de même que par des bailleurs de fonds du Qatar. Ce conseil veut rééditer la tactique du Conseil national de transition libyen, le CNT, mais il manque cruellement d'enracinement à l'intérieur du pays. Le CNS est régulièrement dénoncé par l'opposition interne qui lui reconnaît aucune légitimité. Le CNS revendique aussi des liens avec les groupes armés de l'ALS, soutenus par l'Arabie saoudite. Il cherche à donner l'impression que le pays vit un bain de sang quotidien afin de faire progresser l'option d'une intervention étrangère à la libyenne. Selon l'un de ses dirigeants, si le CNS accède au pouvoir, la Syrie rompra immédiatement ses relations avec le Hezbollah, le Hamas et l'Iran et ouvrira des négociations de paix avec Israël. Cette prise de position a choqué nombre de Syriens qui surnomment désormais le CNS de l'appellation péjorative le Conseil d'Istanbul. Et les représentants kurdes du CNCCD affirment que jamais ils ne se mettront sous la bannière du CNS, qu'ils considèrent comme une organisation pilotée par Ankara. كشف عضو الكنيسة الصهيونية إسحاق هرتزوغ عن اتصالات يجريها مع المعارضة السورية التابعة للمجلس الوطني، متوقعا موقفا إسرائيليا أكثر وضوحا سيعلن من خلاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التضامن مع المعارضة السورية. أنا على تواصل مع نشطاء مركزيين في المعارضة السورية يتبعون للجهة الأساسية في المعارضة التي تسمى المجلس الوطني. أعتقد أنه جاء الوقت لتطلق فيه إسرائيل موقفا أخلاقيا تجاه المعارضة السورية دون أن تحتضنها علانية، لأن ذلك سيضر بهذه المعارضة. وأتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بالإعلان صراحة عن مشاركته الشعب السوري معاناته. وقد أبلغتنا المعارضة بأنها تنوي التفاوض مع إسرائيل بعد إسقاط نظام الأسد. L'opposition syrienne qu'on soutient, les amis de la Syrie, etc. C'est une bande de branquignols, une bande de bras cassés qui passent plus de temps à se taper dessus les uns sur les autres qu'à véritablement lutter contre le régime d'Assad. Donc beaucoup de diplomates qui travaillent avec l'opposition syrienne, ils n'en peuvent plus. Ils ne les supportent plus. Mais voilà, on ne peut pas l'avouer officiellement. Revenons maintenant aux événements qui ont touché la Syrie pendant l'année 2011. On constate dans un premier temps l'amorce d'un mouvement social revendiquant davantage de liberté civile. Dans un deuxième temps, ce mouvement prend une coloration plus confessionnelle. Les représentants des frères musulmans à l'étranger, Aix-la-Chapelle, Londres et Washington, appellent à un élargissement de la mobilisation, mais sans véritable mot d'ordre précis. Dès le 18 mars, soit 3 jours après le début du mouvement, des armes de guerre ont été repérées non seulement à Dera, mais aussi à Homs, Hama et dans différentes agglomérations proches de la frontière turque. Les groupes armés y ont commencé des opérations dès mai 2011. Ainsi, par exemple, le 8 décembre 2011, des éléments armés ont attaqué la raffinerie de Homs pour aggraver les pénuries afin d'attiser le mécontentement populaire. Ces insurgés ont pris le contrôle de plusieurs quartiers de Homs et annoncé la création d'une armée libre syrienne. Dans plusieurs publications des frères musulmans à Londres depuis le début de la révolte syrienne, on peut lire à l'attention des manifestants du pays: si vous voulez voir le dossier syrien à l'ONU, il faut tuer au moins quelques milliers de personnes. Différentes fatwas ont été lancées depuis la mosquée de Finsbury et d'autres lieux de prière près de Marble Arch. Plusieurs officiers alaouites et leurs enfants ont été égorgés en mai 2011, sans beaucoup intéresser la presse occidentale. Devant l'incrédulité générale, le représentant de la Syrie aux Nations Unies à New York a expliqué à plusieurs reprises que quelques 1100 policiers et militaires avaient été tués depuis mars 2011. Selon l'opposition intérieure, des milliers d'activistes ont été arrêtés et torturés. Mais
Ils reconnaissent par ailleurs que le rapport des Nations Unies a été rédigé dans des conditions contestables et sur la base d'informations non vérifiées. Parallèlement aux opérations répétées de désinformation d'Al Jazeera, la télévision qatari locale, Qatar TV, appelle ouvertement à la confrontation religieuse en proclamant que Bachar al-Assad trahit les musulmans. تحية طيبة مشاهدي الكرام. الله لا يسامح كل من يسامح علويا في سوريا. يصيح ناشط سوري: من الذي يعطي أوامر القتل والتدمير والتهجير؟ أليس الضباط العلويين الأوباش الذين يتحكمون بالجيش السوري وأجهزة الأمن؟ يصيح: أليس من حق الشعب؟ المقدمة وبعدما تقدم به أيضا السيد ماهر شرف الدين أن هنالك مشروع لشيطنة العلويين تمهيدا. يا العلويين ما بدهم شيطان يا زلمه، والله الشيطان الرجيم يخجل منهم. لا يا زلمه، لا لك والله لا. هذه المجزرة هي نموذج للمجزرة الطائفية الخالصة. كل الضحايا هم من السنة وكل القتلة هم من العلويون. يعني بمجزرة الكيماوي لا صحيح، لا الضباط والنعام. يعني من حق الشعب السوري أن يطالب بالانتقام حصرا من العلويين. طبعا لأن هن العقل المدبر. أخي لما كان لك بالثورة السورية الكبرى. Les techniques de désinformation mises en œuvre sont: on ne cite pas telle ou telle localité, on parle toujours de la Syrie ou d'un pays occupé par une famille. On ne parle pas de groupes salafistes, mais de l'armée syrienne libre ou des forces de la résistance. On antidate les événements. Plusieurs chaînes satellitaires arabes ont diffusé des images d'Égypte ou du Yémen affirmant qu'elles avaient été tournées en Syrie. Les reportages sont rarement sourcés et parfois contradictoires d'une version à une autre. On en vient à la Syrie avec un document exceptionnel. L'une de nos équipes a pu déjouer la surveillance et rentrer clandestinement dans cette forteresse qui est devenue la Syrie. Ce sont ces images que vous allez découvrir maintenant. Reportage signé Martine Laroche-Joubert, Christophe Kenck. Il nous faut éviter les sentiers où patrouille la police et l'armée syrienne. Nous traversons à couvert dans les sous-bois. À la nuit tombée, l'arrivée en Syrie. Nous prenons des motos à travers champs pour ne pas nous faire repérer. Au matin, direction la ville de Homs. لكن الخطر ليس في هذه الطبيعة الوعرة ولا في ظلام الليل. بعد يومين على الطريق ها نحن نصل أخيرا إلى حمص. La peur n'empêche pas les manifestations. Ces slogans scandés à répétition: non au tyran, Bachar est un criminel, les héros de la révolution n'acceptent plus l'humiliation, non à la guerre entre communautés.
Les héros de la Révolution n'acceptent plus l'humiliation. Non à la guerre entre communautés. Non à la guerre entre communautés. Soudain, des tirs. Un char de l'armée s'approche. Des snipers postés sur les toits tirent dans tous les sens. Ces slogans scandés à répétition. Non aux tyrans. Soudain, des tirs. Soudain, des tirs. La manifestation est entraînée ce soir-là par le plus célèbre footballeur de Syrie. La nuit, des échanges de tirs, en continu. De petits groupes de soldats de l'armée libre harcèlent les positions de celles de Bachar el-Assad. Un combat inégal, pour le moment. Mais du côté des insurgés, l'heure est déjà au champ de victoire. الليل ينتهي بمواجهة بين المنشقين وقوات الأمن فتختلط أصوات الرصاص بأذان الفجر. L'une des principales sources des médias occidentaux au sujet des exactions du régime syrien et du nombre de morts dus à la répression est l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais sa légitimité apparaît plus que discutable. L'Observatoire a en effet été créé par les frères musulmans vivant en exil à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, avant de s'installer à Londres. So this is the place where the conference is happening. الحل المقبول والمعقول ان الدول عم تقول لك كيف بدك تفوت على العمليه السياسيه دي بالصوره. I think that's the man. So now we definitely know that the head of the Syrian Observatory for Human Rights is here, and we're going to ask him a couple of questions.
Hello, sir. Yeah. Do you have a couple of minutes? No, don't take photo. After a bit of wrangling, the head of the Syrian Observatory for Human Rights agreed to answer our questions. But suddenly, the man who'd been having cozy rendezvous in the lobby bar got really nervous and started pacing up and down with his phone. After a couple of hours, we were finally able to get the conversation going. نحن فقط نهاجم لأننا ننشر ما كله ما حقيقي في سوريا وننشر الأخبار ذات المصداقية العالية. الجميع لا يريد الحقيقة في سوريا. Людьми, которые работают в Сирии, как вы сказали, сотни. Ведь вы только что упомянули деньги. Безусловно, там играют роль политические взгляды. У людей могут быть абсолютно разные интересы. Неужели вы можете каждому из них доверять? جميع نشطاء المرصد أنا يعني أعرفهم. Вы говорите, что вы всех людей знаете лично, а вы когда последний раз в Сирии были? آخر مرة تواجدت فيها في سوريا في عام 2000. Последний раз в 2000 году. وعندما تقول تعلمهم من خلال التعاون ومن خلال أصدقاء آخرين ومن خلال من تعلم من هم، يعني أنت لا يمكن أن تقوم بضم عنصر للمرصد إلا بعد 6 أشهر من اختبار كامل ومرتب. An organization with noble intentions that takes care of its image. I wanted to delve deeper into its work and came across one of the most sensational updates from the Syrian Observatory for Human Rights. Russian warplanes kill 30 civilians in Homs, published on October the 1st. The targets mentioned are Talbisa, Rastan, and Al-Zafrana. Meanwhile, on the Arabic version of the website, the same date, the same locations, but no mention whatsoever of Russian airstrikes. We only see the words Assad regime. The contradicting reports can still be found on the webpage. Rami Abdul Rahman's organization has been used as a primary source of information when it comes to Syrian civil war atrocities for years. We'd been wondering what makes their activists' reports so credible and widely trusted. Well, after talking to the director, I get it. It's because he trusts them. Alors, le réseau syrien des droits de l'homme est un petit peu le concurrent de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, bien plus connu. Le réseau est, disons, plus proche politiquement de la coalition nationale syrienne, cette opposition offshore qui est portée à bout de bras par le Quai d'Orsay, par les services de renseignement français, britanniques et par les théocraties du Golfe. Donc, on ne peut attacher que peu de crédit à ce genre de tableaux ou de graphiques ou de camembert. Je rappelle quand même que l'OSDH a publié son bilan d'août 2015 et que dans ce bilan, il est question de 250 000 morts. Sur ces 250 000 morts, il y a quasi 94 000 membres des forces de sécurité syriennes, également des miliciens du Hezbollah venus en appui à l'armée syrienne, les membres des forces de défense nationale également pro-Assad. Il faut rappeler quand même que l'armée syrienne est composée de civils en armes, prendre les armes pour protéger leur quartier, leur université, leur lieu de travail, leur famille. Toute la population syrienne est mobilisée. Donc, quand on reprend le bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, on constate que les premières victimes de cette guerre, ce sont les loyalistes, et que les djihadistes ne viennent qu'en deuxième position. Les civils en troisième position, avec à peu près 72 000 morts. Je me rappelle, en août 2014, il y a eu 2 raids de Daesh contre des positions, contre des forces pro-Assad. Le premier raid concerne la base 93, qui se situe dans la province de Raqqa. Des centaines de soldats syriens ont été capturés vivants et ont été exécutés les uns après les autres. Il y a eu plus de 300 soldats syriens qui ont été massacrés en une seule opération. La deuxième, c'est le massacre des membres de la tribu d'Al-Shaitat. Alors, Al-Shaitat est une tribu sunnite qui est présente à Deir ez-Zor et qui est loyaliste, qui est pro-Assad. Eh bien, cette tribu a payé cher son soutien au gouvernement d'Assad, puisque plus de 700 de ses membres
ont été lâchement massacrés alors qu'ils étaient vivants. Donc on a 2 opérations, plus de 1000 morts pro-Assad, mais ces chiffres n'apparaissent jamais. Il y a des dizaines de morts à Alep et à Damas, des gens qui sont écrasés sous les tirs de mortier, des bonbonnes de gaz projetées par les canons de l'enfer, comme on les appelle. Il y a des civils syriens qui meurent. À Hama, ce sont des civils syriens qui meurent. Des civils pro-Assad. À Alep, pareil. À Homs, pareil. À Damas, pareil. Mais on ne nous parle jamais, ou quasi jamais, des civils pro-Assad, comme si ils étaient moins civils que d'autres. Alors, ce que je soupçonne derrière cet article, c'est que c'est une volonté d'inciter la France à changer de cap et à attaquer l'armée syrienne. Et ce n'est pas en faisant plus de guerre qu'on va résoudre les choses. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye. Ce n'est pas l'option militaire qui résout les problèmes des peuples. Je soupçonne un agenda purement belliqueux derrière cet article qui tombe juste au moment où la France comptait lancer, soi-disant, les hostilités contre Daesh sur le territoire syrien, ce que François Hollande rechignait à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors faisons pareil avec Israël. Reprenons le même système de graphique, le camembert, et comparons les crimes commis par la résistance palestinienne et les crimes commis par l'armée israélienne. On aurait un rapport de 99% de crimes commis par l'armée israélienne contre 1% de crimes ou exactions commises par la résistance palestinienne. Or, Netanyahou, il est l'ami de l'Occident, depuis toujours. Il est l'allié éternel de l'Occident. Mais ce que disent les gens comme moi, qui observent le conflit syrien, ce n'est pas de devenir ami avec Assad. On demande juste à ce qu'on résolve le conflit. Et cela implique s'asseoir sur la table des négociations et d'intégrer le gouvernement syrien qui représente des millions de Syriens. Si on est véritablement humaniste, il faudrait mettre tous les morts sur la même balance, tous les civils sur la même balance et dire stop. Et dire maintenant, on arrête cette guerre absurde et on investit dans la paix. Alors si ça passe par négocier avec Assad, c'est ce qu'il faut faire. Cette falsification des faits dissimule à l'opinion mondiale le soutien que la majorité de la population syrienne apporte souvent à contre-cœur au régime et que l'opposition extérieure n'est ni la plus légitime, à la différence de l'opposition intérieure historique, ni la plus proche des idéaux démocratiques. À la fin de 2011, des sanctions européennes se rajoutent aux sanctions américaines, aggravant la situation économique du pays. Alain Chouet, dont j'ai parlé, donc un ex-dirigeant de la Direction générale de la sécurité extérieure, a dénoncé l'attitude de la France sur la question de la prévention du terrorisme. Je cite : « Les services de sécurité syriens ont épargné à la France à plusieurs reprises de terribles catastrophes que des terroristes d'origine arabe s'apprêtaient à provoquer. Seuls les renseignements fournis par les services syriens nous ont permis de les déjouer et de sauver des vies innocentes. » Et il donne un exemple. « Nous avons obtenu, grâce à la coopération avec la Syrie, de précieux renseignements qui nous ont conduits à déjouer en 2008 un plan terroriste qui aurait fait des milliers de morts dans le métro de Paris. Grâce au colonel Maklouf, on a pu démanteler, intercepter un groupe des plus dangereux terroristes d'Al-Qaïda. » Et alors, il s'étonne de la politique française et il dit « Comment peut-on mettre sur la liste des sanctions françaises et européennes cet officier Maklouf qui a été blessé lors d'une opération contre des terroristes qui attaquaient les ambassades françaises et américaines à Damas. Imaginez que quelqu'un sauve nos enfants d'une mort certaine et au lieu de l'en remercier, notre diplomatie le traite de terroriste et le met comme un criminel sur une liste de sanctions. Et en plus, dit-il, nous les remercions en finançant, nous, des attentats terroristes sur leur territoire. Est-ce une politique raisonnable ? Je vous propose quelques sites d'information.